On a commencé. Belle bonsoir à tout le monde. Bienvenue à vous dans votre émission Tchou pour tête. C'est le rendez-vous où on apprend, où on parle de déconstruction, on parle de nouvelles alternatives. Et donc pour ce soir, la famille Tchou pour tête s'agrandit. Comment vas-tu, Ulrich? Bonsoir. Bonsoir aux auditeurs de Zouk TV. Et puis, bienvenue. Et, du coup, vous aurez l'obligation de me voir ou le plaisir, hein, c'est comme vous le voulez, de me voir chaque semaine pour l'instant, en attendant que Naoui puisse me compléter sur l'émission Tchou pour tête, et on va déconstruire ensemble. Déconstruire ensemble. Donc, comme je disais, on a grandi la famille. La famille, elle est toujours aussi soudée. On réfléchit toujours autant, toujours beaucoup de préparation. Et pour cela, ce soir, on va parler de déconstruction, bien sûr, comme chaque semaine. Et ce soir, nous allons parler des violations des terres. Un sujet très épineux. Beaucoup de choses à dire. Et en invité ce soir, Madame Gachette. Bonsoir. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Bonsoir Ulrich. Et puis j'ai oublié ton prénom. Jonathan. Jonathan, merci Jonathan de me rappeler qui était Jonathan, effectivement. Alors, je suis heureuse d'être avec vous ce soir. Et puis pour la déconstruction, c'est vrai qu'on aime déconstruire pour pouvoir mieux construire le nouveau. Voilà. En plus, il y a beaucoup de choses à déconstruire. Par exemple, on parlait déjà qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter. Ouais. Il y a de grosses problématiques. Et là, on va en parler ce soir. Il y en a trop, malheureusement. Malheureusement. C'est dommage qu'on en parle encore. C'est dommage qu'on en parle. C'est ça. Donc, Madame Rosalie Gachette. C'est ça. Si tu peux te présenter. Alors, en temps normal, je suis une femme mariée avec 3 enfants qui sont maintenant grands. Et je suis chef d'entreprise, comme tout le monde le sait, et je suis la présidente de la Sopama. Depuis 2013, je suis entrée à la Sopama, et aujourd'hui, j'en suis la présidente. D'accord, ok. Ulrich, tu peux rappeler la thématique, la problématique? On va parler de quoi ce soir? Donc, comme tu l'as dit, on va parler de violation des terres. On va commencer du coup par présenter la Sopama. Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur la Sopama? Et ensuite, on va voir qu'est-ce qui se véhicule concernant la Sopama et que tu trouves qu'il est important de déconstruire. C'est ça. C'est-à-dire que, effectivement, comme Ulrich, tu connais la Sopama, puisque je sais que tu as milité, tu es un militant, pas de la dernière heure, mais plutôt de la première heure. La Sopama, c'est une association écologique, en fait, qui a vu le jour maintenant il y a 44 ans, avec Garcin Malsa, Pascal Tourbillon, Alain, Louis-Régis, en fait, tous ceux qui ont construit justement cette Sopama, qui militent pour la protection de notre écosystème, qui est un écosystème qui est abîmé, qui a toujours été abîmé, mais grâce à ces anciens, effectivement, nous avons pu sauvegarder quelques écosystèmes qu'il convient de continuer à protéger. Et en plus, le nom de la Sopama, c'est le slogan, si on veut dire, mais il ne faut pas dire slogan, si Garcin m'entend, il va dire ça. C'est terre, c'est bois, bois, c'est de l'eau, c'est la vie. Et effectivement, nous avons toujours ces thèmes qui reviennent en 2023. Et il est plus que nécessaire et obligatoire de protéger ces écosystèmes-là qui sont victimes malheureusement soit de l'économie ou bien soit des personnes qui sont là, comme on les appelle à la Sopama, les rapaces, qui ne veulent rien protéger, mais qui profitent justement des subventions qu'on donne pour pouvoir venir nous présenter des projets sur le patrimoine ou bien la mer. Et on en a beaucoup d'exemples. Le dernier qu'on a eu, c'est Carbet, ou bien voilà, des projets qui n'ont rien à voir avec l'environnement, qui déconstruisent justement au lieu de construire quelque chose de nouveau. Surtout sur la protection. Alors, vous êtes plus basé sur la protection de nos terres, d'une certaine manière. C'est-à-dire que... Avec sa biodiversité aussi. Mais en fait, l'association Asopama, en fait, milite pour la protection de l'environnement, pour la protection du patrimoine martiniquais. Qui dit patrimoine dit la terre. Et aujourd'hui, si nous n'avons pas de terre, nous n'avons pas de patrimoine. On parle, par exemple, de permettre que chacun puisse se nourrir sainement ou bien plus produire. Mais si toutes les terres sont dilapidées ou bien sont construites, je ne vois pas comment on pourra faire ça. Et c'est ce travail-là, justement, que la Sopama fait depuis un moment. Et nous en sommes vraiment fiers de le faire parce que
nous avons pu arrêter beaucoup de chantiers qui abîmaient les terres agricoles ou les terres forestières même, hein, parce qu'ils vont même dans les forêts maintenant, pour pouvoir construire. Est-ce que tu peux nous citer comme ça 2 grandes victoires que tu estimes que la Sopama a obtenues ces dernières années? Alors, les grandes histoires de la Sopama, par exemple, j'ai la Grande Rivière, que c'est un dossier que j'aime beaucoup quand je suis arrivée à la Sopama, et j'ai trouvé que ce dossier n'était pas assez revu par la population et que la population ne connaissait même pas. La Grande Rivière, en fait, qu'est-ce que c'est? C'était le béquet Lucie, en fait, de Lucie, qui voulait prendre qui voulait privatiser 90% de la rivière. Donc, il y a eu, pour pouvoir faire ces bananes, soi-disant, mais en réalité, le projet qu'il avait, c'était de revendre l'eau pour les Martiniquais. Donc, la Sopama a mené un gros combat pendant 3 ans. Et il a fallu que le juge du tribunal administratif, ce que nous ne voyons plus maintenant, se déplace sur les lieux parce qu'il y avait de gros affrontements. Il y a eu des gens qui ont été mis en garde à vue, il y a des gens qui ont été condamnés, Bourgade, Marcel, etc. Toutes ces personnes-là ont vraiment œuvré pour protéger la rivière, puisque la rivière ne peut pas appartenir à quelqu'un. Ça se passe en quelle année? Dans les années 90. 90, d'accord. Dans les années 90. Et aujourd'hui, si les rivières sont là, donc le Martiniquais doit être fier d'avoir une association de protection de l'environnement comme la Sopama, qui a fait un travail important dans le passé et continue à le faire, puisque c'est grâce à ça que nos rivières ne sont pas privatisées. Alors, c'est un combat que j'aime et que je pense qu'il faut que le Martiniquais puisse savoir ce que la Sopama a fait. Tu m'en demandes un deuxième, par exemple, c'est en allant à Rivière-Pilote. Pas Rivière-Pilote, c'est à... oui, après Rivière-Pilote. C'est un site où la mairie avait un projet d'installer 300 lits pour faire un hôtel. Tu vois, quand tu montes... comment s'appelle ce site-là? Je crois que je l'avais écrit, Pointe-Bornaise. Pointe-Bornaise. Ah ben, ils voulaient, quand les gens là, on voit les voitures à côté de la route, et on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Eh ben, ils voulaient privatiser cet endroit-là pour pouvoir mettre un hôtel de 300 lits. Donc, la Sopama aussi a eu un combat très, très long. Il y a eu aussi des débordements. Il y a eu, ça a duré 3 ans. 3 ans, et on a eu gain de cause. Et aujourd'hui, en passant pour les centres, soit sur le Marin ou bien Sainte-Anne, quand on passe là, on voit les voitures. Si aujourd'hui les Martiniquais peuvent s'arrêter là pour aller prendre le bain, c'est grâce au travail de la Sopama. Même question, ça s'est fait en quelle année? Alors, ça s'est fait à peu près les mêmes années. C'est à peu près les mêmes années. Parce qu'à ce moment-là, ils avaient décidé de mettre la Martinique tout pour tête. Ben parfait. Mais vous travaillez souvent avec l'ONF. Votre relation avec l'ONF. C'est-à-dire que nous sommes Parce que une association. C'est toujours un petit peu dans la protection aussi, l'ONF, est censé. On est agréé de la protection de l'environnement et cet agrément, justement, nous donne la possibilité de siéger dans ces instances. Donc, en fait, je crois qu'on en a 25, hein, le CODER, CDPNAF, etc., où on siège pour aller essayer de savoir ce qui se passe pour pouvoir faire un rapport à la population. Et l'ONF en fait partie, si on veut, mais on ne siège pas directement. C'est-à-dire qu'on a un partenariat pour pouvoir contrôler ce qu'ils font. Alors, s'il y a des choses qui ne vont pas, on les écrit et comme une autre administration, on le fait. Mais on ne travaille pas directement avec eux. Vous avez des complications, mais ça se fait de manière assez fluide. Ça se fait assez fluide, sauf que l'ONF, les documents de l'ONF, comme beaucoup d'administrations, ne sont pas en règle, en fait. C'est pas à jour. Donc, comme les impôts, comme le cadastre, comme l'ONF, comme les mairies. C'est pas à jour. C'est-à-dire que les documents que nous demandons ne sont pas mis à jour et on ne trouve pas les éléments qui existaient, par exemple, il y a 30-40 ans. C'est un problème d'archivage, d'une certaine manière? Non, c'est de disparition volontaire des écrits. Oui. Et de manière volontaire. Et je prends ma responsabilité quand je l'ai dit. C'est de manière qu'on fait disparaître des documents qui sont très importants. Nous avons des archives, Dieu merci. Donc, nous pouvons les retrouver, trouver certaines choses, mais lorsque nous allons chercher des documents qui devaient être, même les archives départementales, à un certain moment, je l'avais dénoncé aussi, il y a des documents qui disparaissent. Voilà. Par exemple, pour le cas de l'ONF, alors, il y a beaucoup de parcelles qui ont été, puisque nous avons une liste.
des biens qui appartenaient, par exemple, à l'ancien conseil général, conseil régional et les collectivités, les mairies, tout ça. Et aujourd'hui, les parcelles que nous avions ont été démantelées, divisées. Donc, on ne retrouve pas les anciennes parcelles, mais n'empêche qu'il y a une parcelle mère. Et lorsqu'on demande, on écrit à l'ONF, ça fait 3 fois qu'on écrit à l'ONF, on leur dit, bon, écoutez, vous avez eu la gestion de ces parcelles-là. Aujourd'hui, on voudrait que vous nous donniez les statistiques et ils sont incapables de nous donner la gestion de leurs biens. L'ONF ne peut pas donner la gestion, il ne peut pas donner la liste des biens qu'il a en gestion. Qu'elle a en gestion plutôt. Mais si l'ONF ne fait pas donner, qui peut donner alors? Je crois qu'on est mieux fourni que l'ONF. Non, mais c'est pour montrer qu'il y a... C'est particulier quand même, hein? C'est très particulier, mais je crois qu'il y a un réel problème dans le pays et que le pays est vraiment choupoutette. J'aime bien ce mot-là. Ok, ben justement, comme on rentre dans le vif du sujet, oui. Comment expliquer que certaines constructions qu'on pense qui sont réglementaires, finalement ne le sont pas? Comment les constructions ne sont pas réglementaires? C'est-à-dire? Alors, justement, tu as l'exemple justement de constructions qui se font sur certaines parcelles. Oui. Souvent, quand on va fouiller, on Oui. se rend compte que des enquêtes ont été faites qui ont demandé à ce qu'il n'y ait pas de construction qui soit faite sur ces parcelles. Oui. Et finalement, on se rend compte justement que des constructions sont faites sur ces parcelles-là sans en fait qu'il y ait de consultation de la population. Ah oui, et des qu'il manque projets. des éléments. Voilà, Oui. des projets. Alors, les plus grands monteurs sont l'État. En fait, je vous donne des exemples. Par exemple, le PPI, le plan particulier d'intervention de la SARA, un truc qui est si important, c'est-à-dire que c'est le préfet qui le met en place et qui doit préparer tout un dossier pour savoir si un jour il y a un risque technologique que nous défendons justement dans les statuts de la SOPAMA, préparer au risque technologique, etc., des installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, le préfet doit, avec ses services, justement, mettre en place, voir avec la SARA, comment on fait pour sortir dans une zone. Par exemple, la zone de la SARA, c'est une zone il y a une entrée et une sortie. C'est-à-dire que si un jour la SARA a un souci, on a vu que la SARA a des problèmes, comment on fait pour évacuer la population d'une part, où est-ce qu'on va les mettre, etc., etc. Donc la SOPAMA n'a cessé depuis les anciens préfets jusqu'à celui-là à demander au préfet de mettre en place, de faire ce PPI. Et comme il n'arrivait pas, et comme c'est une obligation, le préfet a demandé une enquête publique. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Le jour de l'enquête publique, en fait, personne n'était au courant. On est allé à la ville de Fort-de-France, à la ville du Lamentin, et ils ont été incapables, quand on est arrivé, de nous donner les éléments de l'enquête publique. Alors que l'enquête publique, c'est toute une particularité qu'un jour, on doit publier sur 2 journaux de la place, France Antilles, et puis une autre qu'ils veulent. Après ça, on doit faire des réunions publiques. En fait, il y a un commissaire enquêteur qui est désigné. Et puis, quand on arrive, on doit avoir un bureau, quelque chose comme ça. Désigné par qui, le commissaire? C'est par le tribunal administratif. D'accord. Et à ce moment-là, donc le public qui arrive doit avoir la fiche jaune installée. Alors, on arrive, il n'y a rien, mais on avait déjà... Donc, on a filmé, on a commencé à filmer. Et malheureusement, il y avait un élu là qui est avocate qui nous dit « Mais non, il n'y a pas d'enquête publique ici, c'est à Saint-Joseph qu'il y a l'enquête publique, etc., etc. » Donc, nous, quand on dit que ce n'est pas sérieux. Et ce n'est pas la première fois. Beaucoup d'enquêtes, comme Cœur Bouliki d'ailleurs, beaucoup d'enquêtes publiques ne sont pas faites ou bien sont bafouées et le public n'est pas informé. Et c'est pour cette raison qu'on dit que juridiquement, on devrait aller plus souvent au tribunal, mais on a tellement de dossiers qu'il y a des choses qui nous échappent. Mais effectivement, pour les faire condamner, parce qu'ils mentent à la population. Donc, quand ils mentent à la population, c'est nous donner beaucoup plus de problèmes. Et je pense que cette émission, Tchoupoutet, permettra justement que ces gens-là, si oui, pas Tchoupoutet qui m'en ayez. Donc, à constater que votre cas gêne en l'homme, hein? C'est Yo qui a dit ça, mais en général, ce qu'on gêne, c'est ceux qui veulent... Les rapaces. Oui, ceux qui veulent abîmer le pays. C'est-à-dire que c'est ceux qui veulent construire à outrance, ceux qui veulent défricher à outrance, donc ceux qui n'ont pas d'autorisation. Par exemple, je vois que... un exemple, hein, on vient de recevoir le dernier, parce qu'il a fait appel, il avait fait appel, l'ancien maire du Robert. L'ancien maire du Robert met en difficulté des entreprises. Une entreprise qui travaille
pour gagner sa vie, mais il n'a pas de permis de construire parce que le plan local d'urbanisme ne permettait pas, c'était une zone naturelle, ne permettait pas de faire une salle de fête. Avec la complicité, je vais dire son nom, de M. Limois, alors ils vont inventer des choses, ils vont faire entrer une entreprise pour faire la construction. D'ailleurs, il a donné 220 000 euros. Excuse-moi, je vais donner un nom, mais le poste de ce monsieur. Il est M. Limois et... Pour se repérer un petit peu. Il est artisan aussi, il est artisan, il est dans un failli. D'accord. Voilà. Okay. Et il a donné, en fait, ils ont donné à une entreprise, malheureusement, l'entreprise a pris du fer dans cette histoire, à construire, parce qu'il a construit sans permis. Et quand on est allé ce jour-là au tribunal, je me souviens, le maire a dit oui, mais il fait une salle cultuelle, etc. Vous faites une salle cultuelle dans une zone qui ne le permet pas, vous n'avez pas de permis de construire, vous invitez une entreprise à venir, donc le jeune a été condamné à plus de 100 000 euros, et ça fait très mal, mais le maire, il s'en sort bien, M. Limois, bien entendu, a été condamné. Et voilà, c'est les deux qui ont été condamnés. Et le tribunal d'appel, la cour d'appel, vient il y a vendredi de confirmer le jugement précédemment. D'accord. Donc, de par ton expérience, donc tu viens de nous dire qu'il y a une complicité. Il y a une complicité au niveau de l'État. Oui, voilà. Entre l'État. C'est tous les différents acteurs que tu penses qui sont complices. Oui. Et il faut remettre ça, peut-être pour le mettre bien. Mm-hmm. Et c'est ce qu'on essaie de faire depuis un moment. Le travail est très long, très difficile, très compliqué, parce qu'il y en a beaucoup. On a 249 dossiers là, et il faut les étudier convenablement. Nous disons qu'il faut travailler dans le pays, et je crois que cette émission est là pour ça, pour permettre que les gens puissent comprendre la réalité du pays. Donc, complicité de certains élus, de l'État, de promoteurs immobiliers. Est-ce que tu vois encore d'autres acteurs que tu penses qui sont... Alors, je prends le cas d'une plainte que j'ai déposée en 2018 contre Athanase Janoise, l'ancien maire de Saint-Joseph. Je ne comprends pas qu'aujourd'hui, à Saint-Joseph, qu'on puisse mettre des militants qui sont allés pour une cause, parce qu'il y a un enfant qui est en danger, parce que nous savons très bien, lorsque les enfants sont harcelés, ça dépend du degré d'émotion de cette personne. On peut passer vite fait comment on dit ça? L'enfant peut se suicider. Donc, en fait, il y a eu des militants qui sont allés pour intervenir, pour dire non, attention, et c'est ce qui a fait justement que ça a fait avancer les choses, puisqu'il y a un protocole qui devait être mis en place, ça n'a pas été fait, l'État est toujours laxiste dans tout, et c'est au dernier moment qu'ils se rendent compte. Et ces militants-là, parce qu'il y a une barrière qui a été renversée, etc., et la barrière, si la barrière était bien vérifiée, et si la barrière était en ordre, il faudrait mettre aussi ce problème-là sur la table. Sur la table. Aujourd'hui, on a 3 militants qui sont en garde à vue, qui sont au tribunal, alors que ce monsieur Athanase Janoise a volé 44 terrains qui appartenaient à la commune de Saint-Joseph et qui n'est libre de tout faire. Et ils ont le dossier, ils ont étudié le dossier. Les terrains ont été revendus. C'est une vraie... Il y a des gens sont bien interpellés, c'est-à-dire qu'ils sont bien identifiés. Qui a participé, qui a bénéficié, qui a fait, qui a construit dessus. Le plus souvent, ce sont des HLM. Quand je vois que même là où l'hôpital est construit, ça fait partie d'un terrain qui était déjà acheté, qui est revendu, etc. Ce dossier-là est devant le tribunal depuis 2018 et personne ne s'en occupe. Et aujourd'hui, parce qu'on a renversé une barrière, on met des militants en garde à vue. Donc, je trouve que c'est aberrant et scandaleux. Du poids de mesure. Sur la commune des Anses-d'Arlé, combien l'habitation sur la Sucrerie? Les terrains étaient des biens de la commune et des gens sont devenus propriétaires. Mais le maire, il est incapable de me répondre. Je l'ai rencontré la semaine dernière. Il a dit, oui, mais c'est petit à panité. Où sort ça? Et ou même qu'à quitter au point, et ou même qui n'est propriété collectivité, ou quoi bayoui. Donc, il faut qu'on arrête ces élus-là, parce que ce sont des élus qui comment dirais-je, qui abusent de leur pouvoir. Ce sont des élus voleurs. D'accord. Et est-ce que tu penses qu'ils le font sciemment, ou alors ils sont pilotés par une force qui sont supérieures à eux, ou alors ils sont vraiment dans un déni Ils sont bien organisés. Le géomètre est complice. Le notaire est complice. Le cabinet du notaire est complice. Quand je dis il y a les,
mais je préfère dire le. Ils sont tous complices. Le CADA, c'est complice. Ils sont tous complices et ils sont tous en bande organisée. Comment on peut comprendre, par exemple, sur la Chérie, que le préfet a mis en gestion le domaine public et qu'un béquet a acheté la terre entre les mains de la ville, l'ancienne mandature? Comment ça? On a écrit au procureur. Ça ne l'intéresse pas. Ça prend du temps, je crois. Il y a des choses qui prennent plus de temps que d'autres. Et des choses qui se font très rapidement. Oui, très rapidement. D'un jour à un autre. Du jour au lendemain. Ouais. Mais en fait, pratiquement 65% des terres martiniquaises de la collectivité sont volées. 65%. Oui. Alors, tu as parlé de 249 dossiers. 65% de terres sont volées. Je parlais de la collectivité, je ne parle même pas du privé. Je parlais des collectivités. Dans toutes les collectivités, les terres des collectivités disparaissent. Et nous avons la preuve, puisque non seulement nous avons les anciens plans, mais nous avons aussi toute une liste que nous avions déjà un moment. Donc nous savons des terrains qui ont été achetés en 1935, en 1960, qui ont changé pas d'immatriculation, qui ont changé de numéro, mais qui ont quand même été volés. Et nous, on est obligés de regarder ça, puisque s'il n'y a pas de patrimoine, si on laisse voler le patrimoine, on ne pourra rien défendre. On ne pourra rien défendre. Donc aujourd'hui, nous disons qu'il faut que ça cesse, et ce n'est que par ce que je suis en train de faire, les dénonciations, la manière de le dire, de faire savoir ce qui se passe. À Saint-Joseph, le maire de Saint-Joseph a escroqué un gendarme. Et jusqu'à aujourd'hui, il est en difficulté. Ce gendarme-là qui voulait partir à la retraite, c'est une retraite, il n'est en maison qui bataille. Il n'est en terre qui bataille, alors qu'il payait. Tu parles en tant que présidente d'association, présidente de la SOPAMA, également martiniquaise, je dirais déterminée à faire cesser ça. Mais moi, comme simple martiniquais, comment je peux, je dirais, rendre cela possible? Comment? À travers, je dirais, comment expliquer ça? En fait, comment un simple citoyen martiniquais peut repérer... Voilà, concernant les constructions abusives. Voilà. Alors, concernant les constructions abusives, tout est abusif en fait. Il suffit de regarder le panneau de chantier et puis on regarde si on peut faire ça. Le permis qui est installé. Et à partir du moment où on voit qu'il y a des choses qui sont un petit peu anormales, on alerte. Si c'est bon, on dira que c'est bon. Si on alerte qui? On alerte la SOPAMA. Alors, par exemple, quand tu dis qu'il y a des choses on peut trouver qui sont anormales. Quoi exactement? Est-ce que tu peux nous donner des exemples concrets? Par exemple, quand on voit une construction comme, je prendrai par exemple, puisqu'on y est, le Diamant, il y avait une construction qui se faisait en bordure de route. Les nouvelles constructions sont interdites, or on laisse construire en bordure, pas en bordure de route, au bord du littoral. On laisse construire, donc c'est une construction. Et après, on vient nous parler de c'est sa terre. Mais la terre, il n'était pas propriétaire, même s'il l'a acheté, mais vous ne pouvez pas laisser construire, puisque la SOPAMA protège le littoral, justement, et nous parlons d'érosion. On nous dit que d'ici 30 ans, tout va disparaître et vous laissez construire. Donc, vous laissez construire, vous laissez les gens en péril, alors vous mettez les gens en péril. Donc, nous disons non et nous disons qu'il faut que ça cesse. Et le travail que fait la SOPAMA et d'autres militants, d'autres associations écologiques, c'est du bon travail et il ne faut pas cesser. Et ce n'est pas parce qu'il y a peut-être 2 personnes qui ne sont pas d'accord avec la méthode. Et nous avons plusieurs méthodes. Nous avons non seulement les mobilisations, mais nous avons la partie juridique. Nous ne faisons pas de mobilisation si nous n'avons pas la partie juridique derrière. Donc nous avons une commission juridique, nous avons l'administratif, la partie administrative, et après nous allons au tribunal. Et parfois ça traîne, parfois ça ne traîne pas. Voilà, c'est comme ça que nous travaillons depuis des années. Effectivement, quand j'étais plus jeune, je n'ai jamais été au courant que la SOPAMA poursuivait en justice en fait les contrevenants. Quand j'étais plus jeune, de toute façon, l'image qu'on me donnait de la SOPAMA, c'était des empêcheurs de tourner en rond. Et il a fallu effectivement que j'aille dans les manifestations, que je me déplace pour voir que finalement, ils le faisaient et que souvent, justement, vous obteniez gain de cause. Mais sauf que ça, on n'en parle pas. Il y a une sorte d'omerta sur les victoires que peut avoir la SOPAMA. Il n'y a que la SOPAMA qui parle de ces victoires. Il faut dire que dernièrement, la presse a relayé quelques victoires que nous avons eues. Par exemple, nous avons eu d'ici. Qui est-ce qui passait pas à côté du centre commercial, la Galeria, pour ne pas le nommer, et qui prenait une odeur nauséabonde?
c'est grâce à la plainte que nous avons déposée, ils ont été condamnés, qui fait qu'aujourd'hui, on n'avait plus cette odeur. On pouvait le faire, pourquoi ils ne l'ont pas fait en amont? Donc, ils ont laissé pourrir la situation, qui fait que nous avons dû déposer une plainte pour la destruction. Et puis, il ne faut pas oublier que nous aussi, nous agissons sur la pollution de l'air, la pollution des mangroves, etc. Et ils ont été condamnés, ils ont fait appel, mais ils ont perdu quand même. Nous avons des frichements qui ont été faits à Gouillet, chez Gouillet. Il a aussi été condamné. Nous avons fait condamner un marin pêcheur parce qu'il avait construit sur le littoral. Il a été condamné même à de la peine de prison. Donc, c'est vrai que nous avons beaucoup de dossiers. Et la favorite a perdu parce que la favorite aussi polluait et rejetait les effluents dans la rivière. Il y a eu mort de poissons. Et tout ce qui est vivant, ça nous interpelle. Donc aussi, nous avons fait arrêter quelques chantiers où on n'a pas eu la nécessité d'aller en justice, puisque le chantier est arrêté. Donc on ne poursuit pas, mais on les surveille. On les surveille parce que quand ils arrêtent comme ça, dans 2-3 ans, ils peuvent revenir. Ils reviennent avec d'autres. Nous avons eu beaucoup de faux papiers aussi. Voilà. Un truc aussi que je constate avec la Soupama, tu parlais d'empêcheurs, mais c'était aussi les empêcheurs de magasins. Le fait de ne pas avoir plus de magasins, on disait toujours la Soupama gêne pour pouvoir faire des centres commerciaux. Par exemple, la mangrove. Oui. On va pas revenir par rapport à Génipa, mais c'était surtout ça qui ressortait. On disait que le Cavini, le paquet peut créer emploi, le paquet peut créer certaines choses. C'est ça, ils prennent toujours l'emploi comme prétexte. Mais il y a 40 ans, en fait, grâce à la Soupama, les gens ont reconnu que la mangrove était une nécessité pour aujourd'hui, parce que c'est une protection pas possible, et c'est ce qui fait la richesse de notre biodiversité, la richesse de la France, puisque c'est les mangroves qui nous donnent tout ce que nous avons alimentairement parlant. Et aujourd'hui, nous sommes fiers parce qu'avant, ils disaient souvent côté qu'à monter et ils profitaient de cela pour remblayer les mangroves pour pouvoir faire des constructions. Donc aujourd'hui, avec les nouvelles lois qui sont sorties, nous voyons bien qu'il y a 44 ans, la Soupama avait déjà 2 pas devant et que nous avions déjà vu ce qui allait se passer. Et si on n'était pas là, si on n'était pas vent debout sur cette problématique, aujourd'hui, toutes nos mangroves auraient été remblayées et construites. Et on le voit toujours, il y en a qui sont rendus. Il y a de la mangrove de Dillon où on n'est pas encore allé, mais je crois qu'il faudrait qu'on y aille d'ailleurs. Mais il faut surveiller la Martinique, parce que si on ne surveille pas la Martinique, c'est la porte ouverte à tout. Il y a plus de naufrages par rapport à avant, parce que tu disais que vous avez la Soupama à 44 ans, 40 ans. Oui, c'est ça, 44 ans. Comparativement à avant. Est-ce qu'il y a plus de fraude à l'heure actuelle? Alors, la fraude, bizarrement, la fraude existait déjà. Mais ce que nous avons remarqué, c'est que la Soupama n'allait pas travailler dans la fraude. Tout était normal au niveau des titres de propriété, etc. Donc, on leur donnait, ce qu'ils attaquaient, c'était le permis de construire. C'est-à-dire qu'il y avait un permis de construire à tel endroit, par exemple, un magasin qui s'ouvrait sur une parcelle. La Soupama attaquait que le permis de construire qui n'était pas à cet endroit et après aller dans le zonage, aller regarder le poste, puisque à cette époque-là c'était le poste, il n'y avait pas encore de pluie pour certaines communes, tout ça. Et puis le zonage, tout ça, le SAR, tout ça, ils regardaient toute la partie urbanistique, mais jamais la propriété. Mais il y avait, par exemple, nous avons les salines, je le redis encore, au niveau des salines, le Béquet n'est pas propriétaire des salines. Il a fait un faux titre. Donc, je répète ça tous les jours. L'étang des salines appartient à l'État. On répète ça. Il faut le dire et dire et dire. Il y a fait mes oreilles, tu vois. Les salines appartiennent à l'État. Puisque lorsque nous avions le projet à Satanahama, c'était Sablé, le député Sablé, et Émile Maurice, qui était au Conseil général, qui ont signé la promesse de vote chez le notaire Galette de Saint-Aurin. C'est eux qui étaient propriétaires. Et le Béquet a fait un faux titre parce qu'il a mis un titre avec 1903 dessus pour l'usine, alors que cette usine-là a été construite en 1980. Donc, on ne peut pas nier un titre en 1900. D'ailleurs, ce dossier-là est devant le tribunal et il y a le collectif Justice a déposé une plainte pour ce dossier-là. Donc, personne ne peut pas... En fait, c'est simple, c'est clair et net. Le DPM, domaine public maritime, ne peut pas appartenir à quelqu'un. C'est inaliénable, inviolable. Je ne peux pas faire semblant. Donc, en fait, en côté qui était le Conseil général de l'époque ne peut pas appartenir à un privé.
Donc, depuis un moment, on se tue à le dire, mais la presse n'a jamais répété. La presse ne veut pas répéter ça. Et puis, il y a d'autres dossiers. Par exemple, la mangrove des Trois-Îlets aussi. Ça ne peut pas appartenir au Crédit Agricole qui dit avoir acheté. Et ça ne peut pas non plus appartenir à la famille Glodon qui n'ont pas acheté non plus. Parce qu'on ne pouvait pas. Ils ont acheté de l'autre côté. Et nous en avons la preuve. Et nous attendons, il n'y a pas dire rien, personne ne peut pas brûler. Donc, c'est pour cette raison que légitimement, nous sommes allés sur Et le maire des Trois-Îlets le sait. Hein? Il sait très bien, puisqu'il en avait la gestion. Il sait très bien qu'il louait des trucs pour les gens. Il sait qu'il le sait. Mais c'est-à-dire qu'il préfère fermer, la presse préfère ne rien dire. Comme ça, tout le monde vit. Mais oui, en Martinique, on est dans un cancer. C'est un cancer qu'il faut éradiquer. D'accord. Donc justement, pour l'éradiquer, donc tu as parlé de certains, comme le domaine public maritime, donc des terres qui sont inviolables normalement et inaliénables. Est-ce que tu as d'autres exemples que tu peux nous donner justement de terres qui ne peuvent pas être vendues ou ne peuvent pas appartenir à des privés? Dès que la terre est à l'État, ça ne peut pas appartenir à un privé. Dès que c'est à l'État, que ce soit le domaine forestier, par exemple les forêts, et là je vois qu'il y a des gens qui construisent dans les forêts qui appartiennent à l'État. Comment ils ont fait pour acheter ça? Après, il y a par exemple le Fort d'Allée. Le Fort d'Allée, par exemple, aux Trois-Îlets. Comment ça? C'était un centre militaire, etc. Et aujourd'hui, tout le monde a construit à ce Fort d'Allée-là. Donc, il y a beaucoup de choses, mais 249 dossiers, il y en a. Et puis, les gens sont volés à longueur de journée. Non seulement on vole la collectivité, mais on vole les particuliers. Et puis, les notaires sont derrière pour faire les faux titres. On arrive à voler. Alors, il y a un dossier où c'est le notaire Mathieu qui a fait ce dossier-là, s'il a fait ce faux-là. Je suis allée chez lui avec les vrais membres de la famille parce qu'on veut récupérer l'héritage. Alors, c'est une dame de Saint-Joseph, mais la dame n'avait pas beaucoup de terrain. Elle avait des terrains, mais elle n'avait pas beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé? Le notaire Mathieu, la dame est allée, le monsieur est décédé, son mari est décédé. Et en 1958, son épouse est devenue héritier légataire. Je suis allée avec notre responsable de la commission juridique, et puisque nous avions déjà vu que les dossiers, les titres qui viennent là, ça ne correspond pas. En fait, il y a un mélange, c'est pas bon du tout. Il faut que vraiment la justice prenne ce dossier-là. Parce qu'il y a des gens qui sont expulsés de chez eux parce que la famille réclame des terres, soi-disant, et ils ne sont pas propriétaires. Donc, quand on va voir ce notaire-là, le notaire qui a remplacé M. Mathieu, il nous fait voir le titre. Non, mais c'est grave ce que je dis là. Il nous donne le titre. Alors, il y a Pierre Galette là. Et moi, j'ai mon petite caméra qui ne voit pas. Alors, puisque je sais qu'il ne m'aurait pas laissé faire des photos. Je fais et je lis à haute voix pour que je puisse bien lire ce que je dis. Je dis ce que j'ai fait. Maintenant, il va découvrir ce que nous avons fait. Par exemple, la Sopamar, Association pour la sauvegarde, etc. Si je dis ça, donc, vous savez que j'ai dit ça. Vous pouvez enregistrer. C'est enregistré. Donc après, on peut le retrouver. Il nous donne le testament du monsieur qui est décédé. Le testament du monsieur qui est décédé. Et dans ce testament-là, mais il est beau, c'est un papier, comme si c'est un papier de mariage, bien fait, avec le sceau, mon papier même, les propre, impeccable. Et dans ce testament-là, on lit et on voit que c'est la dame qui devient héritier légataire. C'est logique, c'est sa femme. Ce truc-là est sorti en héritier légataire de sa femme, est arrivé sur le nom de monsieur qui revendique toutes les terres. Il est mort, mais ses enfants maintenant revendiquent toutes les terres. Alors moi j'ai cherché la famille est venue me voir, donc on est allé chez le notaire. Le notaire nous dit oui, mais pour qu'il puisse nous donner les papiers, il faut justifier qu'ils sont parents avec cette dame. Parce qu'il dit, il n'y a pas ni famille, il n'y a pas ni personne. Donc, finalement, il va chercher les papiers. Chaque fois qu'il ramène un papier, on lui demande un autre papier. Donc, finalement, il donne les papiers. Puisqu'il est de la famille, il donne les papiers. Et au moment, on lui dit, il revient avec moi ou sans moi, donc il va sans moi, et on va lui faire des copies. Bon, quand il arrive le jour, on lui dit qu'on ne peut pas lui faire de copies. 2-3 titres, oui. Il s'est rendu où? Flap. Il s'est rendu où? Chez le notaire, là. Toujours chez le notaire Mathieu. Chez le notaire. D'accord. Parce qu'on voulait les originaux. Tout à fait. Donc, on lui dit, oui, de nous faire ça. Donc, il dit au monsieur de revenir pour prendre des copies. Pourquoi?
alors qu'on peut faire des copies. Et finalement, quand le monsieur retourne, il ne nous remet pas le testament. Il ne remet pas la copie du testament, le premier qui fait foi tout. Et puis, il nous donne autre chose. Alors, le monsieur part, il ne signe pas, il dit qu'il ne veut pas, et il m'appelle. Donc, on redescend chez lui. Alors, je demande au monsieur, c'est choqué qui s'appelle, le nouveau. Je dis son nom. Je vais dans son bureau, il m'a bien reçu. Ce monsieur-là m'a bien reçu, mais je suis très en colère contre lui, parce qu'il sait très bien qu'il nous a donné la donation qui a été faite entre le monsieur de Saint-Joseph, plus sa femme, et ce n'est pas l'autre monsieur qui se dit héritier, qui est héritier. Et il a refusé de nous donner ce dossier. Il fait semblant comme s'il ne sait pas de quel dossier. Alors ça, nous ne sommes pas contents du tout, et c'est de là que nous voyons que les magouilles existent. Et il y a beaucoup de notaires, je ne vais pas les nommer ce soir, mais tous sont mis devant le tribunal. Il suffit que madame le procureur prenne le dossier pour voir. Tous ils trichent, ils font des faux titres de propriété. Ils reprennent des titres des personnes qui étaient propriétaires, et puis ils modifient les titres. Et les titres, ils mettent des noms bizarres, ou bien ils enlèvent des superficies, tout ça. Donc ils volent les Martiniquais, et ils savent qu'ils volent les Martiniquais. Donc, il faut que ça arrête en Martinique. Les notaires ont assez fait. Il y en a un là qui est arrivé à la limite de l'âge. Il est allé se faire Duval. Il est allé se faire nommer avocat. Et il rentre dans sa même étude. Et puis, il a 98% des parts. Mais c'est interdit, ça. Pourquoi faire? Et la dame qui est chez Mathieu, là, il n'a pas qu'à sortir pièce. Il en dit dans bagaille là. Donc, il faut faire sortir ces gens pour assainir les études notariales. Il faut assainir ça, parce que c'est dans ces trucs-là qu'on fait des bêtises. Surtout, ils sont censés être représentés, connaître les droits. Le fait de connaître tous ces droits-là, de savoir tout ça. Ce sont des gens assermentés. Voilà, ils sont assermentés, ils n'ont pas triché. Entre-temps, ils mettent des personnes en difficulté. Ils mettent des personnes parce que du jour au lendemain, quelqu'un dit « Ah bon, c'est ma terre qui est là », alors que c'est la terre des vrais, et on les chasse. Et le tribunal les expulse. On ne peut pas accepter ça. J'ai un dossier, la mairie a acheté le bien, et ils ont mis le bien dans le patrimoine, dans le testament de la personne, et puis finalement, ils vont refaire une attestation rectificative pour dire que finalement, le bien était déjà vendu il y a 4 ans à la mairie. Non, mais on prend les gens pour des idiots, hein? Donc, il faut que ça arrête, et parce que le pays est chou pour tête. Et le pays est chou pour tête quant aux géomètres qui ne font que diviser toutes les terres. Qui agricole, qui forestier, qui pas, il y a qu'à diviser, puis il y a qu'à bailler numéro parcelle. Donc, on n'arrive plus à s'en sortir, on n'arrive plus à voir ce qu'ils ont fait. Et puis, ils trompent les gens comme ça. Donc, nous leur demandons d'arrêter, parce qu'ils mettent des personnes en difficulté. D'accord, mais justement, parlons des déclassements des terrains agricoles. Est-ce que vous avez des dossiers que vous traitez sur le déclassement de terrains agricoles? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais, un terrain agricole, si on a pris le temps de faire un plus, c'est 10 ans, c'est long, faire un plan local d'urbanisme. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de perte de temps. J'appelle ça perte de temps parce qu'on perd beaucoup de temps, on travaille sur les dossiers. On passe des nuits blanches à dire voilà le zonage par là, voilà le zonage par là. C'est comme cela qu'on a pu faire casser le plus de Ducos, puisqu'ils avaient tout déclassé en zone naturelle. Donc, lorsqu'on a un plan local d'urbanisme qui est là, donc on a décidé que ce morceau-là, il faut le mettre agricole parce qu'on aura besoin pour nos enfants. On a dit ça, c'est la mangrove, on ne touche pas. Et puis que le lendemain, donc c'est le plus est là, on constate que ces gens-là, parce qu'ils ont besoin de construire, ils vont voir la DAF, et puis ils vont dire à la DAF, bon, on a besoin de défricher, on a besoin de morceler, on a besoin de faire nos affaires, et que ces gens-là, l'administration accepte, nous disons non. Nous avons écrit plus de 122 courriers au préfet et à la CDPDAF et à la DAF pour leur dire qu'il y avait trop de divisions qui se faisaient, qu'il n'y avait plus de terres agricoles finalement. Il n'y en a plus, hein? D'accord. Parce que toutes les terres sont... C'est pour cela que nous avons justement... Donc c'est une réalité alors, parce oui, que vous avez parlé de la rareté des terres agricoles. Il n'y a plus donc de terrain. C'est vraiment une réalité. C'est une réalité parce que les terres qui sont agricoles sur le papier ne le sont plus en réalité. Ces parcelles ont été déjà divisées. Ces parcelles sont divisées déjà. Et maintenant, ils montent dans les forêts. Ils vont déboiser, défricher des forêts.
sans regarder au plus. Je vois par exemple que la ville du Diamant, ou bien d'autres villes sont en RNU, c'est là où il y a l'urbanisation à outrance. Donc, est-ce que tu peux nous dire RNU, à quoi ça correspond? C'est le règlement national d'urbanisme. C'est-à-dire que lorsque tu n'as pas de plan local d'urbanisme et que tu n'as pas fait le nécessaire pour pouvoir faire ton plan à temps, eh bien, la loi dit qu'il faut que tu redescendes plus bas. Ça veut dire que c'est le préfet qui te donne les autorisations pour faire le permis. Mais la loi est subtile. La loi n'est pas bien faite. C'est le préfet qui décide pour les permis, mais c'est le maire qui signe le permis, etc. Donc, en fait, tout est signé. Là où on n'aurait pas construit avec un plus un immeuble, avec le RNU, on le construit. Donc, on dit non. Et puis, on a remarqué que les zonages ne sont pas affichés et les zonages ne sont pas les mêmes. Donc, ce que nous avons écrit dernièrement pour demander aux mairies d'afficher dans leur mairie le zonage réglementaire. Parce que ça change. Avec la dématérialisation, il y a beaucoup de bêtises qui se font. Beaucoup de bêtises. Aujourd'hui, on est en rouge, demain, on est en jaune. Donc, ça veut dire qu'ils ont profité de la dématérialisation pour pouvoir cacher un certain nombre d'informations, en tout cas les mettre sous le tapis pour pouvoir faire profiter aux personnes qui ont besoin d'acheter des Concernant les relevés de propriété, qui n'est pas le titre de propriété, eh bien, c'est comme ça qu'ils font. Il y a une dame qui nous a appelé. La dame nous appelle parce que il y a un monsieur qui est venu, qui est là en train de couper ses arbres, alors qu'elle est chez elle. Hein. Alors elle dit... mais qui sont quoi faire? Il a dit, mais oui, m'a fini de fricher le terrain. Il a dit, ah bon? Mais c'est le terrain de la dame, hein? C'est un terrain en individu. Et puis, il dit, mais oui, c'est-à-dire qu'il y a un monsieur là au Cadas, il va nous noyer, qui dit, nous constate depuis l'unité, nous avons mis nos en l'air, nous avons payé des trois l'impôt, et puis tu as venir. C'est comme ça que ça se passe en Martinique. Excuse-moi, tu as dit, on individue? En indivision. En indivision, d'accord, oui, ok. C'est ça. Donc, ce qui fait que cette dame nous a appelés, on est monté tout de suite, on a eu le père du monsieur, c'est comme ça que ça se passe en Martinique. Aujourd'hui, il y a une parcelle qui est sur mon nom, demain c'est sur le nom de quelqu'un d'autre. Demain c'est sur le nom de Jonathan. Tous les jours. Et c'est avec ça qu'ils volent les terrains des gens. Tu as ton avis par rapport à la loi Letchibi, puisqu'on parle d'indivision? Oui, c'est une arnaque complètement, parce qu'en fait... cette loi-là de chiffrement, d'indivision, etc., de titrement, etc., donc on va faire des titres pour les gens sur les terrains des gens. Non, c'est pas ce qu'il fallait faire. Il fallait rechercher les titres parce que les gens ont des titres en réalité, même si certains ont disparu. Mais il y a des gens qui ont des titres chez eux qui ne savaient pas. Donc, ils ont dit que c'était pour faciliter. Non, ça facilite le vol en fait. Ça facilite le vol. Parce qu'en réalité, ceux qui sont... on va voir que ça ne va pas marcher, ça ne va rien donner du tout. Parce que c'est pas après, ce truc-là n'est pas conçu pour aider les Martiniquais. C'est plutôt conçu pour voler les terres. Parce que les gens arrivent et puis ils vont faire des prescriptions trentenaires. On a vu déjà le nombre de prescriptions trentenaires qui sont faites sur les terrains. Tu peux rappeler la définition de la prescription trentenaire? Oui, en fait, la prescription trentenaire, ça veut dire que lorsque tu as 30 ans, que tu habites sur un terrain, que tu n'es jamais parti, tu as payé tes impôts, tu n'as pas fait de problème, tout ça, et s'il n'y a pas de titre dessus, s'il n'y a pas de titre de propriété, eh ben, tu peux faire une prescription trentenaire, tu peux faire un titre pour toi. Mais si la loi te dit que même si demain il y a quelqu'un qui arrive et puis qui dit il y a un titre, donc normalement, le titre revient au propriétaire. Mais ils font tout pour que ça ne puisse pas se passer comme ça, ils arrivent à faire 5 ans, etc. Sauf que la loi, la propriété est inaliénable, imprescriptible et inviolable. Donc, ils oublient la Constitution et il faut rester sur la Constitution. Ils vont dans toutes sortes de lois, de décrets, etc., qui sont des décrets qui ne peuvent pas prévoir sur la loi. C'est vu sur le site de la préfecture. Oui. Alors là, on leur a donné un coup de gueule parce que comme nous avons orienté les Martiniquais sur le site de la préfecture, parce que c'est légal, c'est la loi qui dit qu'il faut que ce soit publié sur le site de la préfecture, nous avons regardé que depuis septembre, ils n'ont rien publié. Et puis, ils publient sur le Fonds Santille. Qui peut acheter un Fonds Santille tous les jours? Si on n'est pas abonné, et même quand on est abonné. Donc, la loi dit que c'est sur le Fonds Santille, donc nous avons demandé au préfet de le remettre sur le site, de la préfecture. Parce que le Martiniquais peut vérifier. Et puis il y a des gens qui demandent, il y a des parcelles qui n'existent même pas où on demande des prescriptions trentenaires, parce qu'ils savent qu'ils vont changer la parcelle. Il y a vraiment une
je dirais, le vagabondagerie. Il faut vraiment, le pays est tout peut-être, il faut vraiment que quelqu'un mette un milieu dans ça. Sinon, il y aura des morts, hein, je dis ça. Il y a un monsieur au marin, là, chez nous, là, il faisait ça, là, il attend, hein, parce que, en fait, il est chez lui, mais on a fait un titre sur le terrain du monsieur. Or, le monsieur a son titre de propriété. Donc, il y aura des morts. Je dis qu'il y aura des morts. Il faut vraiment que la justice s'en charge. Vraiment. D'accord. Est-ce que tu sais d'ailleurs combien de communes qui n'ont pas de plus en Martinique? Eh bien, il y en a 2. Il y a le Diamant qui n'a pas de plus, qui a le RNU. Il y a le Ducos qui est autrement RNU. Et puis Rivière Pilote. Excusez-moi, RNU. Oui, il y en a Règlement national d'urbanisme. Encore. Oui. Règlement national d'urbanisme. Avant, on avait le poste. Mais après, on a eu le plus. Et maintenant, on a le RNU. Il y a aussi le RNU. Le RNU, voilà, c'est ça. D'accord, ok. Donc, ça veut bien dire que ces communes-là sont vulnérables. Ces communes-là sont vulnérables, mais pas plus vulnérables. C'est stratégique quand même, hein, parce que ce sont des communes qui sont bien placées. Oui, mais en fait... Et qui sont convoitées aussi. Comme je disais, le Diamant s'est beaucoup développé. Hein. Par exemple, il y a 300 villas qui sont construites sans permis au Diamant. 300 villas sans permis? Eh oui. Ou bien, il y a des lotissements qui sont faits avec une seule piscine, où on retrouve aujourd'hui 18 piscines. Dans le dossier qu'il y avait la dernière fois. Il y a des choses qui se sont faites dans ces communes-là qui ont été très mal faites. Donc c'est la faute aux mairies alors? En fait, c'est la faute aux mairies, oui. C'est la faute aux mairies, et puis il y a certains responsables d'urbanisme, je ne sais pas ceux qui leur passent par la tête, qui font du n'importe quoi. Alors, ils donnent un permis de construire pour faire une villa, et puis on finit par se retrouver avec 10 immeubles. Parce qu'ils donnent des permis modificatifs. Nous disons non. Parce qu'à un moment T, c'était ce qu'on pouvait faire. Ce n'est pas parce que la personne dépose un permis modificatif qu'il faut modifier pour changer la zone. Donc ça veut dire que là, ce n'est même plus une question de réformer, c'est une question de tout révolutionner. C'est ça. Parce que là, on arrive au bout d'un modèle et qui met en danger finalement les Martiniquais, qui les a mis en danger depuis un certain nombre d'années, qui continue de les mettre en danger. Donc là, il ne faut plus se dire qu'il faut modifier certaines choses à la marge. Là, il faut vraiment révolutionner ce système. On a un gros dossier sur les temps abricots. Il faudra qu'on en parle un jour. On va en parler parce que ce dossier-là, c'est vraiment un sac de nœuds. Ce qui s'est passé à l'étang abricots là, dans la mangrove, là, tout ça, là, avec la Sémaville, etc. C'est un dossier que nous avons devant le tribunal et on se pose la question pourquoi il n'est pas encore sorti. Donc, il y a des anomalies, il y a des problèmes de terrain, il y a des problèmes de mangrove, il y a des problèmes de propriété, il y a tout ça. Donc, et personne ne va ouvrir le dossier. Et puis, le permis d'aménager qui avait été donné, c'est parce qu'il s'est passé aujourd'hui, ce quartier est invivable. Et ils ont détérioré toute la mangrove qu'on a pris le temps de protéger. Il n'y a plus de mangrove. Donc, en fait, on dit que ça, c'est la faute des élus. Parce qu'en fait, ils ont fait un Dubaï là, et un Dubaï qui met en danger les gens qui résidaient déjà. Mais comme tout le monde regarde tout le monde, personne ne dénonce au départ. Et puis après, quand ça arrive, c'est à ce moment-là qu'ils viennent nous chercher. Mais quand le bâtiment est déjà monté, comment on peut faire? C'est l'économie à outrance, hein? Tout à fait. Justement, ça prouve justement que ce système-là est basé sur des considérations économiques, mais très peu sur des considérations écologiques. Que ça. Parce que par exemple, on parle du littoral, justement. La logique aurait voulu qu'en fonction des problèmes qu'on a sur les problèmes climatiques qu'on a et d'érosion et de retrait du trait de côte, ça aurait été de ne plus construire en fait sur le littoral. Sauf qu'on continue de constater qu'il y a des constructions qui se font sur le littoral. Parce que justement, on est toujours dans cette logique-là où le littoral, c'est la zone balnéaire, touristique, balnéaire, attirante. Au lieu de se dire que, en fait, peut-être que dans 70 ans, il ne sera plus question de se poser, d'être dans du balnéaire, du touristique, mais de survivre. C'est là, en fait, où je dis justement qu'il faut révolutionner. Et les éléments qui nous sont donnés ce soir nous permettent justement de le dire, de l'affirmer. Il n'est plus question de continuer dans un paradigme économiste. Il faut vraiment, et de productivité, il faut vraiment passer à un paradigme écologique si on veut que les Martiniquais, justement, soient protégés, que notre ville, notre pays, notre quartier soient pérennes. Tout à fait. Il y a trop de dossiers comme ça. Il y a le Mont-Nevers, ou le Mont-Nevers, puisque c'est Tchoupoutette, hein. Le Mont-Nevers... Non. Le Mont-Nevers, le maire a fait faire une prescription trentenaire sur le terrain de personnes, alors qu'il savait qu'il y avait des titres de propriété sur le terrain. Donc,
Et en plus, il voulait faire sa route, il voulait faire des trucs, mais il y avait déjà un projet de faire des maisons. Donc, il a fallu que je me couche devant le tracteur. J'avais vu camion, les images, tout à fait, le camion pour de dire au maire, attention, au tribunal, il faut attendre, il faut. Et il a été condamné, monsieur Salibert. Il a été condamné pour escroquerie, etc. C'est fait, c'est écrit sur le jugement. À notre grande surprise, il a fait appel, bien entendu, et il est président de... Mais on se moque des gens, là. Donc, en fait, on se moque des gens. On se dit que ce pays-là ne peut pas avancer parce que quand on croit qu'on essaie d'éliminer quelqu'un pour pouvoir permettre que le pays respire, en fait, on voit qu'on les reclasse en quelque part. D'autres, on a le problème de la SMTVD puisqu'on est aussi à la commission de la SMTVD. Et depuis un moment, on alertait aussi sur les quantités de pollution ou bien de tout ce qui se passait là. Mais aujourd'hui, tout le monde est sidéré. C'est tout comme le chlordécone. C'est quand les choses arrivent que le Martiniquais finit par comprendre effectivement, la Sopama avait raison. Donc, nous avons 426 membres à la Sopama. Bon, il y en a beaucoup qui ne sont pas à jour de leur cotisation. Donc, je profite justement pour leur dire que l'Assemblée générale, c'est en janvier 2024. La date est déjà choisie, c'est le 29 janvier 2024. Et que ces personnes qui ne sont pas à jour de leur cotisation puissent venir se mettre à jour de leur cotisation pour nous permettre justement d'avoir le nombre de personnes, de membres qui payent. Sauf qu'ils peuvent aussi payer le jour de l'Assemblée générale, mais je préfère qu'ils le fassent pour l'année qui sera issue par rapport à ça. Puisque nous faisons un travail, nous avons besoin, c'est avec cet argent-là que nous achetons des timbres. On est déjà à plus de 3 000 € de timbres pour l'année. Parce qu'on envoie tout ce qu'on envoie, c'est par recommandé. Donc, on a besoin de cet argent. D'accord. Donc, effectivement, donc tu l'as dit. Donc, comment rejoindre Comment inciter à rejoindre la Sopama? Eh bien, il faut aller sur la page Facebook déjà, en PV, ou bien nous écrire. Je ne donne pas mon numéro de téléphone parce que j'ai donné mon numéro de téléphone et puis je ne me sortais plus tellement j'avais d'appels. Mais ils peuvent nous contacter sur la page Facebook en message privé ou sinon à sopama@orange.fr. Et là, à ce moment-là, ceux qui vont nous appeler, qui nécessitent un rendez-vous, tout ça, je me ferai le plaisir de les appeler. D'accord. J'appelle toujours, je ne laisse personne en plan. Et qu'est-ce que tu estimes que la Sopama aurait besoin pour pouvoir continuer cette activité, voire même monter en grade justement par rapport à ces activités? Alors, on a tellement de demandes qu'on a besoin de bénévoles dans toutes les thématiques. Alors, on a besoin de bénévoles dans la thématique biodiversité, on a besoin dans terre volée, on a besoin dans le zonage des pluies, on a besoin de toutes les thématiques en fait. Mais là, on a besoin le plus, c'est dans les documents administratifs en fait. Alors, j'ai passé un appel dernièrement et j'en ai déjà 6. Bon, après, il faudra que ces personnes viennent nous rencontrer pour qu'on puisse regarder comment faire. On a des problématiques juridiques. Par exemple, l'eau. Les prestataires d'eau, Odyssey, SME, avaient pris l'habitude de couper l'eau chez les gens quand il n'y avait pas de facture. Or, il y a une loi, la loi Brotte, qui dit qu'on ne peut pas couper l'eau, même si la facture n'est pas payée. Ce qui fait que, malheureusement, ça tombe sur moi. J'avais une facture de 200 €, je crois, mais je ne l'avais pas reçue. C'est ça. Je ne sais pas, je n'ai pas reçu cette facture. Et ces gens-là sont arrivés chez moi. Je suis née à Saint-Joseph. J'ai déjà plus de 55 ans, longtemps. Oui. Malheureusement, parce qu'on va toucher à la fin. À la fin, c'est ça. C'est dommage. Mais la loi Brotte, effectivement, et grâce à la Sopama, justement, les gens ont su qu'il y a une loi pour qu'on ne puisse pas couper l'eau. C'est très important. Donc, c'est important de le souligner. Tout à fait. Comment tu as trouvé l'émission, Louis? Du coup, génial. En tout cas, on demande aux personnes qui ont regardé l'émission de nous suivre. Justement, juste après, on va faire un live sur la page F-Media. F-Media 234 sur Instagram. Donc, ça va nous permettre de débriefer et de bien faire comprendre que rejoignez la Sopama. Ne restez pas sur vos a priori sur la Sopama. Je fais partie des personnes qui militent aux côtés de la Sopama sur différents dossiers. Et je suis allé les rencontrer, je vois comment ils fonctionnent et je vois bien en fait que ça n'a rien à voir avec toute l'image qu'on donne de la Sopama à l'extérieur. Donc n'hésitez pas à venir, c'est un travail pour les Martiniquais, par les Martiniquais et
il y a aussi une critique qui se fait disant que oui, ils communiquent mal. Mais en fait, venez justement donner votre soutien et venez justement communiquer et donner les éléments Ils ont besoin de pour force justement faire la communication telle que vous aimeriez en fait qu'elle se passe. Tout à fait. Exact. Eh bien, nous te remercions. C'est moi qui vous remercie. C'est vrai que je n'étais pas prête, mais bon, il y a tellement de Mais choses à si. dire. C'est très bien passé. C'est très bien passé. Et ça s'est vu également. Donc, le rendez-vous est pris. Donc, juste après, F-Media sur Instagram, 234. F-Media 234. Et sinon, le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine.